le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africa Mundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre pour cette édition 2.0, une édition en ligne donc, en raison de la pandémie Covid-19. Nous sommes obligés de garder cette distanciation physique, une année supplémentaire qui commence en ces termes. En tout cas, pour nous, c'était important à Africa Mundo, avec nos partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le RIFA, le réseau international francophone des aînés, Kamita Magazine et tous nos partenaires, y compris l'UNESCO, Afrique Première également. C'était important pour nous de marquer le coup et d'être présents malgré tout. En miroir du mois de l'histoire des Noirs, nous organisons le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Il nous paraissait donc plus logique de renommer, de rebaptiser cet événement sur le continent africain afin que ça prenne toute sa dimension. Nous sommes des Africains et nous célébrons cette nation africaine avec toutes ses diasporas, y compris effectivement les Afro-Américains, les Afro-Caribéens, les Afro-Européens et tous ceux qui constituent nos communautés. Merci de nous rejoindre à travers ce rendez-vous sur la spiritualité africaine, la spiritualité et les croyances africaines. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Doumbi Fakoli, un homme que vous connaissez particulièrement si vous suivez évidemment la spiritualité africaine. Donc il a écrit énormément de livres, ce Malien qui produit intellectuellement chaque année de nombreux ouvrages et qui est un fervent défenseur de Kamita. Nous allons à la rencontre de Monsieur Doumbi Fakoli pour nous entretenir avec lui. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Merci de permettre à nos abonnés, à nos membres, à tous ceux qui nous suivent de mieux vous connaître. Monsieur Doumbi Fakoli, ma première question pour vous, on va aller droit au but, puisque évidemment on a vu toutes vos vidéos durant toute la semaine, évidemment expliquer ce qu'est la spiritualité africaine. Dans vos interventions, vous appelez la jeunesse, vous tutoyez d'ailleurs cette jeunesse évidemment, vous auriez pu être le père de nombre d'entre nous. Vous interpellez directement la jeunesse en leur disant de ne pas participer aux sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, telles que la Rose-Croix, et de s'intéresser aux sociétés secrètes africaines profondément ancrées dans les villages. Expliquez-nous pourquoi. Les sociétés secrètes africaines sont les originales. Elles sont les originales. Tout le monde sait que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix sont les copiés ratés de la tradition africaine depuis l'Égypte. Tout le monde le sait. Elles se sont inspirées de notre tradition. Mais comme j'ai l'habitude de dire, les promoteurs de ces sociétés secrètes n'étant pas circoncis, n'ont pas été admis dans nos sociétés secrètes traditionnelles, donc elles ne connaissent pas la vérité. Et de toute façon, nos ancêtres ne nous auraient pas à ces secrets. La raison pour laquelle, heureusement, ils n'ont pas pu obtenir les véritables secrets qui font notre force aujourd'hui encore. Elles sont puissantes, mais nous sommes infiniment plus puissantes qu'elles. C'est dans nos sociétés secrètes seulement qu'on a la possibilité de dire à la pluie, laisse-nous terminer notre cérémonie avant de venir. Elle s'arrête, elle nous laisse terminer notre cérémonie, elle revient. C'est dans nos sociétés secrètes qu'on peut traverser la forêt en se confiant au lion, en se confiant à l'hyène, en se confiant à l'éléphant. Parce que nous et la nature, nous sommes une, nous sommes de la même substance, la substance de l'énergie
naturelle, c'est de la mère primordiale. Quand j'invite les jeunes à revenir en arrière à la maison, c'est pour faire en sorte qu'elles comprennent le véritable sens des sociétés secrètes. Quand tu es membre d'une société secrète, tu ne peux pas trahir. Si je trahis, tu payes cash. Tous nos dirigeants là, s'ils étaient initiés dans nos sociétés secrètes, ils auraient payé cash. Ils n'auraient même pas eu l'occasion de rester 2-3 jours à l'époque. Donc, que les jeunes reviennent, s'initient à notre tradition, qu'on leur apprenne la raison pour laquelle nos traditions existent. Elles sont les gardiennes de la société. Elles sont les détentrices des secrets de la nature. En ce moment-là, Tamita pourra se libérer sans aucun problème. C'est pour ça qu'il faut qu'elle revienne. Et quand j'insiste sur le village, c'est parce que dans les villes, beaucoup de nos grands initiés ont été cooptés par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Ils ne sont pas fiers. Tandis qu'au village, là, les jeunes trouvent les authentiques qui n'ont pas fricoté avec la franc-maçonnerie ni la Rose-Croix. Voilà pourquoi j'invite les jeunes à revenir surtout au village. Merci beaucoup donc pour cette réponse à cette première question, grand frère Dumbi. Une autre question en fait qui revient souvent chez des jeunes en fait, ils disent se reconnecter aux valeurs ancestrales, oui, se reconnecter à la spiritualité africaine, oui, mais c'est pas ce qui leur donne à manger, c'est pas ce qui leur donne du travail. On sait l'impatience des jeunes compte tenu effectivement des problématiques que connaissent les différents pays du continent africain. Est-ce que vous avez le sentiment que cette jeunesse saute plusieurs étapes avant même de créer le socle pour bien comprendre d'où elle vient, pour savoir où elle va? Aussi longtemps qu'elle va confondre la libération sur le plan spirituel et sur le plan physique, là, elle confond la libération sur le plan physique. Et elle pense qu'elle peut tout avoir sur le plan physique en tournant le dos au plan spirituel. C'est impossible. La spiritualité, c'est la gestion des relations entre le monde visible et le monde invisible. Indispensable. Personne ne peut rien construire dans le monde visible sans connexion avec le monde invisible. Maintenant, tout dépend de la nature de la connexion. Chez nous, la connexion, elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse parce qu'on considère que tous les éléments de la nature et nous sommes de la même substance. Chez les autres, cette gestion n'est pas harmonieuse, elle est disharmonieuse. Parce qu'elles mettent la nature, elles mettent le physique au-dessus du spirituel. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à raser les villages, ils n'hésitent pas à construire des bombes, des matériels d'élimination massive. Ça, c'est le peuple. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes, vous vous levez, vous voulez créer une entreprise. Je dis, c'est de la folie. Avant de créer une entreprise, parce que vous allez faire une jonction entre le monde visible et le monde invisible, si vous ne faites pas des consultations au préalable, vous avez des chances d'aller à l'échec. Voilà pourquoi nos sociétés, les tentatives que font nos enfants ont du mal à réussir. Quelques-uns réussissent, mais un tout petit peu, sinon la plupart s'écroulent. C'est différent du comportement des désertiques, des Arabes, qui raflent tout notre potentiel de commerce, qui commercialisent nos produits et nous avons même travaillé chez eux. Parce que eux, vous allez dans leur maison, vous allez dans leur magasin, quelque part, il y a une relation avec le monde invisible. Nous avons tort de croire que se connecter à la spiritualité, ça empêche de manger. C'est au contraire cette connexion à la spiritualité qui permet de gérer notre vie, de maintenir notre présence sur Terre de façon honorable. C'est indispensable. Il faut que nous retournions à la maison. Il faut que nous nous connections à nos ancêtres. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que Kamite, appeler Jésus, appeler Moïse, appeler Mohamed, appeler Fatmata et les autres et tourner le dos à vos ancêtres. Les Moïse, les Jésus, les Fatmata ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. À supposer d'ailleurs qu'ils existent. Ils ne connaissent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et ils ne doivent de l'aide qu'à l'égard
de ceux qui ont laissé derrière eux. Vous, ils ne vous connaissent pas, donc vous perdez votre temps. Voilà pourquoi il est indispensable de revenir en arrière. Alors, on entend tout cela. Pardonnez-moi d'insister justement parce que ce sont aussi des choses qui reviennent. Les jeunes se demandent comment ça se matérialise concrètement, cet apprentissage. Ils ne sont pas contre, mais comment ça se matérialise concrètement. Ils l'entendent, le monde visible et le monde invisible, vous le dites à travers vos publications, à travers vos vidéos sur YouTube également. Euh, Comment arriver à faire comprendre justement à cette jeunesse l'importance de cette mise en relation entre le monde visible et le monde invisible, colonne vertébrale également de la spiritualité africaine. Oui, mais ces jeunes font un constat évident. Ils rêvent quand ils dorment. La partie d'entre elles qui sort pour aller chercher des événements, des informations. Cette étincelle-là, qui est une parcelle de la énergie, elle a déposé une parcelle d'elle-même dans tout ce qui est, ce qui est naturel. Elle est la totalité des parcelles de ses propres parcelles. Et donc, quand il rêve, cette parcelle-là sort. Elle peut être vue au Sénégal, elle peut être vue euh, partout dans les Antilles, elle peut être vue partout dans le monde, au cours de la même nuit. Et elle-même, elle vit l'importance du monde invisible. Ça prouve que le monde physique n'est absolument rien. Le corps n'est rien. L'âme n'est rien. Ce n'est qu'un véhicule qui nous permet de bouger. Je disais qu'on ne peut pas se lever, en tout cas en Afrique, on ne peut pas se lever, entamer une action importante sans consulter le monde invisible, sans savoir si l'harmonie existe, est harmonieuse avec nos propres vibrations. Sinon, on laisse tomber. Les autres, ils le font. Et les autres en mettent en relation avec le monde invisible. Parce que j'ai dit qu'on ne peut rien, absolument rien construire dans ce monde physique sans relation avec le monde invisible. C'est impossible. Eux le savent, c'est nous qui ne le savons pas. Chez les Asiatiques, c'est plus visible encore. Il y a toujours un objet en relation avec le monde invisible qui les aide à perpétuer, à accroître la croissance de leur magasin, de leur entreprise. En tout cas. Nous, non. Nous préférons nous adresser à leurs ancêtres qui ne sont pas les nôtres et qui ne nous connaissent pas. Parce que chaque ancêtre ne s'occupe que de ceux qu'il a laissés derrière eux. Donc, les Jésus, à supposer qu'ils aient existé, les Moïse, les Mohamed et les Fatimata, à supposer qu'ils aient existé, ne connaissent que ceux qui leur ont donné son nom, donc le nom, ils ne nous connaissent pas. Donc, les énergies qu'on leur envoie, on leur envoie pour leur donner plus de force au bénéfice de l'autre. Voilà ce que je vais dire en résumé. D'accord. Alors, il y a une autre question aussi qui nous parvient. Vous êtes allé il y a 4 ans à peu près sur l'invitation de l'association Anijar. Vous êtes allé donc en Guadeloupe, vous avez discuté avec les frères et sœurs de la Guadeloupe. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Cette reconnexion à l'Afrique, hein, chez les afro-descendants, on a le sentiment que les afro-descendants apportent une touche, une dynamique nouvelle par rapport à justement cette nécessaire reconnexion au continent africain. Est-ce que vous percevez ça? Parce que le combat que vous menez, c'est le combat de toute votre vie. Quelles sont les évolutions que vous constatez à la fois chez les Africains du continent et les afro-descendants, notamment les Caribéens? Nous sommes rassurés de voir que notre message est de plus en plus perçu, de mieux en mieux perçu. Chez les Afro-Caribéens, est de mieux en mieux perçu et de plus en plus perçu.
C'est clair ça? Ou bien? Ça, c'est bon. Et notre message est de mieux en mieux perçu et de plus en plus perçu, de mieux en mieux accueilli. Et je disais que tous les ans, 2 fois par an, nous organisons des cérémonies d'initiation collective dans une société secrète qui s'appelle le Komo, qui est l'équivalent du Voodoo. Les Afro-descendants sont très nombreux à venir, plus bien sûr les Africains. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de jeunes qui bougent les lignes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent qu'il ne faut pas seulement venir se faire initier parce que l'initiation permet d'avoir une protection, un accompagnement, mais l'initiation ouvre les portes pour l'acquisition de connaissances. Donc, il faut qu'ils sachent qu'il faut aller loin. Accueillir les connaissances, c'est-à-dire apprendre une technique divinatoire infaillible, apprendre les plantes, les vertus de toutes les plantes, presque, les vertus des animaux, des minéraux, ou presque, de manière à pouvoir, au besoin, créer des phénomènes surnaturels. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de commandos qui ont ces connaissances-là, qui puissent se dresser contre l'ennemi à l'avenir. Nos ancêtres n'ont pas commis l'erreur parce que leur pratique, c'est de ne pas donner la connaissance à n'importe qui. Donc, ils ont fait une distribution élitiste de la connaissance, ce qui fait que lorsque les autres nous sont tombés dessus, il n'y avait pas de commando capable de le résister. Nous, notre projet, c'est de construire ces commandos qui vont pouvoir défendre Kamika lorsque les mêmes phénomènes se reproduisent. Comme par exemple la tentative de génocider le monde noir par le vaccin, par le fausse maladie coronavirus. Alors, grand frère Doumbé, justement, je prends la balle au bon. De plus en plus aussi, hein, votre message, c'est de dire à cette jeunesse kamite que c'est pas par les armes, c'est pas par le sang qu'on arrivera effectivement à sauver Kamita, mais c'est surtout à travers les sociétés secrètes, à travers le monde invisible. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela? À mon sens, Melinda, c'est une évidence. Ils ont toutes les armes de destruction massive possibles. Aucune insurrection populaire, aucun soulèvement populaire ne peut venir à bout de leur violence aveugle et criminelle. Ce n'est pas possible. Et c'est même déconseillé parce qu'ils vont nous envoyer leurs armées qui vont tuer, qui vont verser du sang. Et ce sang-là est l'âme des victimes vont servir à nourrir les égrégores maléfiques. Donc, de toute façon, nous perdons tout combat sur le terrain physique. Voilà pourquoi il faut repenser notre stratégie de combat. Et la stratégie de combat nous conseille de venir vers la spiritualité. Tu sais, Mélina, pour ce qui concerne les puissances occultes, ils n'ont même pas la moitié de la puissance occulte que nous, quand parce que la mère Père primordiale nous a laissé l'essentiel de sa substance, qui fait de nous, c'est vrai, les héritiers. Et j'ai l'habitude de dire, ça fait mal aux autres peut-être, mais j'ai l'habitude de dire que s'il y a un peuple élu, c'est bien nous, Camille. De savoir que la création lui a été confiée et n'a pas le droit de laisser la création s'envoler comme ça. Nos ancêtres ont tenu des millions d'années sans agression militaire. Donc nous pouvons reprendre ces mêmes puissances-là en corrigeant ce que nous estimons que c'est des erreurs et qu'ils sont pas des erreurs. Mais nous pouvons, par la puissance spirituelle, par la puissance magique, j'ai dit le nom,
Ils n'ont même pas la moitié de la moitié. Nous pouvons recourir à cela pour libérer complètement notre continent. Il y a certains grands maîtres des arcanes, certains maîtres des arcanes. S'ils le veulent, si on réussit à les convaincre, les dictateurs à la tête de nos États ne feront même pas 24 heures à leur place. Ils ont le pouvoir de les faire partir. Donc c'est comme ça qu'on peut libérer notre continent. Pas par la violence physique, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va leur permettre de nourrir les égrégores maléfiques parce qu'ils font des sacrifices. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne sert à rien, il faut le penser autrement la solution. Et il y a beaucoup d'associations qui s'est créées pour la Renaissance africaine. Malheureusement, elles ne pensent pas assez au combat spirituel. Je sais, ils n'ont pas les moyens, mais au moins qu'ils essaient de penser à une solution autre que physique, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas aller bouter dehors avec nos efforts physiques, on ne peut pas. Mais avec notre puissance spirituelle, nous pouvons les bouter dehors sans aucun problème et le plus rapidement possible. Voilà pourquoi Oui, vas-y. Non, non, Vas-y, réponds à ta question. Alors, ma question, en fait, c'est dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, justement, de locodermes, des Occidentaux qui viennent à la rencontre de cette spiritualité et tentent de percer, justement, les secrets de la spiritualité africaine. Comment vous percevez les choses? Et y compris aussi ceux d'entre nous qui délivrent ces secrets-là aux Occidentaux. Oui, j'ai toujours dit que malheureusement, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir avec nos ancêtres, ils essaient de ruser pour l'obtenir avec nos gens parce qu'ils ont réussi à faire de l'argent un dieu. Et nos grands maîtres, voilà pourquoi ils réussissent. Et les maîtres qui leur ouvrent les bras, moi je ne laisse pas le dire, sont des traîtres. Quoique, ils ne sont pas fous, ils ne leur délivrent pas tout. Mais le fait de les accepter déjà, c'est une traîtrise à l'Afrique. Nous, aucun locoderme n'est accepté dans nos initiations. Aucun locoderme. Et malheureusement, je le dis haut et fort, c'est souvent dans les secteurs vaudouisants qu'on voit les locodermes. Et là, ces maîtres ont vraiment tort d'accepter ce jeu. Mais ce n'est pas très caché parce que beaucoup d'entre eux sont des francs-maçons. Voilà pourquoi ils sont sensibles au matériel, ils sont sensibles aux directives données par la franc-maçonnerie qui prêche la fraternité alors que ce n'est pas une fraternité. Donc, eux, ils doivent faire attention à ce qu'ils font. Parce que c'est surtout dans la zone vaudouisante ou la zone bruitique, mais surtout dans la zone vaudouisante que l'on voit le locoderme être formé, avoir la possibilité d'entrer, d'avoir au moins un pied dans nos sociétés. Et je crois que c'est une tort. C'est même pas je crois, je suis certain que c'est un grand tort. Je suis certain que, à la limite, c'est une trahison. C'est une trahison à la mémoire de nos ancêtres. Nous, en tout cas, aucun locoderme ne peut avoir la possibilité d'entrer chez nous. Grand frère Doumbi, on arrive quasiment à la fin de cet entretien avec vous. Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez. La communication n'est pas très bonne en ce moment du côté du Mali, mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, cette première semaine de février qui est consacrée à la spiritualité, aux croyances africaines. On sait que bientôt, vous avez un autre ouvrage qui va sortir, qui sera disponible. On aura toujours toute une mine d'informations. Infiniment merci pour ce que vous faites. Vous avez donc toute une école virtuelle avec tout un tas justement
de jeunes de la nation africaine qui vous suivent un peu partout dans le monde, le message que vous souhaitez leur adresser et ce message concernant la spiritualité et les croyances africaines, ce message qui vous tient tant à cœur. Vous avez la parole pour leur délivrer ce message et nous sommes à votre écoute. Oui, si tu le permets, je vais seulement apporter une petite correction. Le titre de vos travaux, c'est Spiritualité et croyances africaines. Vous avez dit spiritualité et croyances africaines, donc au pluriel. J'ai défini la spiritualité. C'est la gestion, normalement, harmonieuse des rapports du monde visible et du monde invisible. Ces rapports sont définis, cette manière de gérer est définie par la vision du monde d'un peuple. Il se trouve que la vision du monde négro-africaine, depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, jusque du Sénégal en Afrique australe, est exactement la même. Les bases fondamentaux sont les mêmes. La mère Père primordiale, c'est que les autres appellent Dieu, Dieu le Père, Jéhovah, Allah. Nous, c'est la mère Père primordiale. Elle explique l'importance de la femme dans notre tradition. C'est la femme qui est le socle de tout. On voit l'homme en haut, mais c'est la femme qui est derrière. Sans elle, rien n'existe. Derrière le Doron disent la fille d'Amma. Amma, c'est le nom qu'il donne à Ammon, à Dieu. La fille d'Amma est comme la matrice d'une femme. Tout sort de la fille d'Amma. Et plus loin, nos initiés disent que la femme est la seule créature capable de renouveler le mystère de la création par l'enfantement. Et si vous vous intéressez à la cosmogonie, depuis l'Égypte, vous verrez que les déesses sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus percutantes que les dieux eux-mêmes. Et dans nos sociétés ici, dans l'ancien temps, même jusqu'à présent dans les vrais villages, quand les hommes se réunissaient et qu'il y avait une décision importante, ils ne la prenaient jamais immédiatement. Ils se donnaient toujours 2 jours de réflexion, le temps que chacun aille consulter son épouse ou ses épouses. Parce que ce sont elles qui portent le monde pendant 9 mois. Personne ne peut connaître le bonheur de nos enfants qu'elle-même. Voilà pourquoi la femme est au centre de nos traditions. Et je le dis, de l'Afrique de Kamita ancienne, au Sénégal, en Afrique du Sud, c'est la même chose. La femme est au centre de tout. Donc, il n'y a qu'une seule croyance. Voilà pourquoi on ne parle même pas de croyance. On parle tout simplement de la spiritualité néo-africaine. C'est ça. Donc, en fait, la vénération, ou plutôt l'hommage qu'on rend aux ancêtres, elle est commune à nous tous. C'est ça. L'écologie sacrée. Il n'y a qu'une seule spiritualité africaine qui porte différents noms en fonction des différentes communautés, mais c'est la spiritualité, les traditions, mais c'est la spiritualité africaine. Oui. Exactement. Une seule spiritualité, une seule tradition, une seule vision du monde avec des manifestations diversifiées. Mais les fondements, les points fondamentaux sont exactement les mêmes. Et pour terminer, j'insiste auprès de notre jeunesse. Le peuple, le sort de notre peuple dépend de vous. C'est vous qui en êtes les gardiens. Alors, il faut veiller vraiment à ce que notre peuple se retrouve le rôle qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire le guide de l'humanité. Et vous avez intérêt, parce que si vous ne le faites pas, vous souffrez, mais vos enfants vont souffrir plus que vous. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut repenser la stratégie de combat et intégrer surtout le côté spirituel. Voilà, jeunesse, ma chère jeunesse, c'est le message que je veux te transmettre. Merci infiniment, grand frère Doumbouya, pour c'est vraiment un bonheur de vous avoir. Toute l'équipe d'Africa Mundo, tous nos partenaires,
se joignent à moi pour pouvoir vous remercier de ce document exclusif que vous nous permettez d'avoir sur des questions beaucoup plus précises. On a voulu aller droit au but avec vous et vous avez répondu comme à votre habitude avec beaucoup de pugnacité et d'éléments concrets que nous pouvons tous nous approprier. Excellente fin de journée à vous. Merci d'avoir été avec nous et nous poursuivons ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Vous l'avez compris, la jeunesse a un rôle important à jouer à travers, avec et au centre de cette spiritualité africaine, au centre de cette spiritualité de la nation africaine. Merci beaucoup.